Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, les habitants de Yagua continuent de vivre le calvaire. Trois jours déjà que les pluies diluviennes arrosent la localité. Les maisons et routes sont envahies par les eaux et les enfants n'ont toujours pas pris le train de la rentrée scolaire. Adok, dans le département du Mbambe-Noubou, le lycée a perdu de son charme. L'établissement est devenu l'ombre de lui-même. L'état des bâtiments laisse à désirer. Élèves et enseignants se font de plus en plus rares. Le 19h50 vous présente les clichés de ce lycée autrefois fierté de l'arrondissement. Et les ordures refont surface dans la ville de Douala. Difficile de faire un pas sans apercevoir des tas d'immondices. Le flux des déchets ménagers fait penser à des alternatives, notamment la collecte initiée par des particuliers. Voilà pour les titres. De l'eau comme jamais dans l'arrondissement de Yagua, à l'extrême nord, cours d'eau et fleuves sortis de leur lit et envahissent plusieurs quartiers. Un phénomène qui a contraint les habitants à abandonner leur domicile. Les pertes matérielles accroissent la vulnérabilité des populations qui ploient sous le joug de la famine. Les élèves sont principalement impactés depuis la rentrée scolaire. Monique Naoussi-Fosso, Aminoualioum. Les inondations privent Zenabou de la reprise du chemin de l'école. Elle fait partie des sinistrés enregistrés après les pluies diluviennes qui s'abattent à Yagua depuis le mois d'août. Les victimes sont sans voix. J'ai mes documents, c'est ça la plus importante. Mes cahiers, ma tenue, tout ça. Et on a aussi perdu nos biens. On avait des moutons, des chèvres, tout ça est ancré dans l'eau. Donc on n'a plus rien. On a sorti dans notre maison, nous, on a survasé, ouais, sur le terrain, comme ça, seulement on est en train de dormir ici, avec notre bagage, notre chèvre, avec notre femme, tout ça, maintenant on est en train de dormir là-bas. Ici, au quartier d'Anaïré, toutes les maisons se sont vidées. C'est plus de 300 personnes qui sont allées chercher refuge ailleurs. Tant bien que mal, les populations construisent des digues de fortune avec des sacs de sable. Désemparées, elles appellent à l'aide. On voulait qu'on nous crée le maillot, là où le fleuve arrive, vraiment, ça nous touche. Ça, c'est la 4e inondation maintenant. Mais pour cette fois-ci, cet élément, ça a fait du dégât. Désormais, les nouveaux moyens de locomotion dans la ville, c'est la pirogue et les camions bennes. La profondeur de l'eau a vraiment augmenté. Il y a les bennes, il y a des pirogues. Nous sommes dans des situations où les pirogues peuvent chavirer à tout moment. Bon, on fait avec les moyens de bord. Selon les autorités, la digue construite antérieurement a été dépassée par le volume des eaux. Cette année, Vada était complètement inondé, du moins sur le Grand Toukou. Ça, c'est les pluies diluviennes. Et il y a aussi un autre village, Yirneng, qui est pratiquement dans le lit du fleuve Logon, qui chaque année est toujours dans l'eau. Mais avec l'augmentation des eaux de cette année, ça a dépassé le niveau. Plus loin à Maga, dans la même région, le bilan provisoire affiche 7 morts, 56 000 sinistrés et 4 000 recasés à Maga Centre. Et quand le ciel s'assombrit, les habitants du quartier Mabonda craignent le pire. C'est les pieds dans l'eau qu'ils se sont réveillés ce matin. Difficile de se mouvoir car les eaux souillées ont pris en otage toutes les voies de circulation. Dans certains ménages, les enfants ne sont pas allés à l'école, pris au piège dans leur domicile. Mabonda, un quartier transformé en piscine olympique,
C'est un reportage que signent Aaron Azira et Henri Tina. C'est une piscine olympique. Si on pouvait même nager là, c'est qu'on se mélange une fois. Et on met les pirogues avec à l'intérieur. Au troisième jour de la rentrée scolaire, certains enfants du quartier Mabanda n'ont pas pu se rendre à l'école. L'intensité de la pluie de ce matin est encore visible. La plupart des habitants n'ont pas vaqué à leurs occupations du jour. Il a plu, les enfants ne sont pas allés à l'école. Ils étaient tous à la maison. Nous ne sommes pas partis à cause d'eau. Nous sommes dans l'inondation. Ça ne nous laisse pas à Mabanda. Pour les tout petits qui ont bravé la pluie, c'est sur le dos de leurs parents qu'ils ont pris le chemin de l'école. Des fois, on les met que sur le dos. Il n'y a pas d'autre solution. On les met tellement uniquement sur le dos. On est parti les accompagner. Parce que si on ne leur porte pas au dos avec l'eau comme ça, là, il y a même parfois les trous en route. On ne sait pas comment faire pour marcher parce que les petits-enfants ne peuvent pas entrer dans l'eau aussi. Chaque nuage gris est synonyme de malheur à Mabanda. Les maisons ont perdu leur beauté, défigurées par les eaux et encerclées par les mauvaises herbes. La moisissure a élu domicile sur les murs, donnant ainsi à ce quartier des allures de bidonville. C'est trop inondé. Tout moment, il y a l'eau. Quand il pleut un peu, il y a inondation, les gens ne marchent pas. Il pleut abondamment tous les jours. Quand il pleut beaucoup, l'eau cherche à entrer dedans. Même chez moi, ici à la maison, ça ne va pas. L'eau dans la maison, ça tue les moustiques, ça nous donne la maladie. L'absence de drain en est la cause. Donc au gouvernement, c'est d'essayer de nous faire des grands drains, on rejette l'eau au Vouri. Là, le quartier Mabanda serait tranquille. Les gens construisent aussi les maisons, ça empêche que l'eau ne parte. C'est ça que nous mourons ici. Pris au piège, les nouveaux habitants du quartier ne savent plus à quel sens se vouer. Je suis arrivée ici en février, il n'y avait pas ces eaux, il n'y avait rien qui puisse attirer mon attention. Je suis prise au piège. Je sors de la maison tous les matins, il me faut faire même comme un singe pour allier la rue, la grande route là-bas devant et c'est compliqué. Pour survivre aux inondations, les populations ont adopté plusieurs méthodes. Si certains ont des attitudes de funambules, d'autres préfèrent se mouiller les pieds pour protéger leur progéniture. Ils considèrent que leur vie ici est semblable à celle des animaux marins. On vit dans l'eau on est comme les poissons. Et la météo s'impose à nous et selon les experts en météorologie, elle devrait faire partie de l'agenda des populations. Une communication pas encore ancrée dans la culture des Camerounais. Ceci malgré les changements climatiques que traverse le monde et ces inondations observées à Yagwa et à Mabanda. L'information sur les prévisions météorologiques aurait pu éviter le pire à certaines familles. Écoutons plutôt ce reportage de Leslie Mpumeta et Henri Tina. En un clic sur ce site météocameroun.gov.cm, vous pourrez avoir les détails sur le temps qu'il fait et qu'il fera. Un fait qui n'entre pas dans les habitudes quotidiennes des Camerounais. Moi, je n'ai pas l'habitude de consulter le météo parce que ce n'est pas important pour moi. Tout petit, on ne nous a pas appris à regarder le ciel. Quand tu sors de la maison, s'il fait soleil, tu vas qu'à tes occupations. S'il pleut, le temps que tu peux, tu y vas. Et le reste là. Pour ceux qui ont eu l'occasion de consulter la météo sur Internet, l'expérience n'a pas été favorable. Ça fait peut-être une semaine qu'on ne consulte plus. On consulte toujours. Et ça donne toujours le contraire. C'est souvent réel et à des moments, c'est pas réel. On me dit qu'il ne doit pas pleuvoir, je sors sans parapluie. Et toute la journée, il a plu, j'étais complètement mouillé. Au-delà de la communication sur le digital, le service de la météorologie du Cameroun collabore avec les médias traditionnels et reste également accessible à travers ses différentes stations implantées dans chaque arrondissement. Nous avons notre page Facebook intitulée Direction de la météorologie nationale du Cameroun. Nous sommes également présents sur YouTube où nous présentons et diffusons nos programmes de sensibilisation autour des questions météorologiques et climatiques. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, mais aussi sur notre application mobile Play Store. En plus de cela, nous avons des canaux traditionnels où les prévisions météorologiques sont publiées. À côté de ce dispositif, certains accordent toujours l'importance aux signaux donnés par le climat. Souvent, il y a les cumulonimbus, les nuages qui sont chargés là. Quand ils sont là trop, ça menace juste, il ne va pas pleuvoir.
Et le retour des pluies fait perdre le sommeil aux populations de plusieurs quartiers à Yaoundé. Après l'invité surprise, les routes se transforment en rivières, emportant sur leur passage le peu d'espoir de ceux qui y vivent. Les drains sont encombrés par les déchets et l'inaction. Reportage dans quelques quartiers avec Delphine Fonkotene et Samuel Ebakissé. Quand il fait soleil, la vie est rose ici à Ifoulane à Yaoundé. Mais quand il pleut... Ou quand il pleut, madame, c'est très grave. Non, c'est inondé partout. À quelque part, la poste centrale. Les stigmates du passage de Dame Pluie la veille sont encore visibles. Le lieu en cette saison est parfois transformé en piscine olympique. On s'y noie d'injustice autant que de désespoir. On grimpe seulement sur les balcons qu'on voit là. Très grave, très compliqué, très. Là où on n'avait rien vu. Venez un jour qui pleut même. Là où il y a... À l'origine de ce cauchemar saisonnier, des drains condamnés par les immondices, des déchets de toutes sortes, bloquent le passage naturel des eaux. Et comme chaque goutte trouve un obstacle, elle s'étale et submerge. Partout là, la poste centrale, c'est bouché. Il faut déboucher tout ça. On s'est un peu à l'aise. C'est la saleté qui bouche des rigoles. Les fleurs sont bouchées et parfois même c'est nous la cause. Parce qu'on mange des choses, on jette dans les pots là, ça empêche l'eau de passer. Et les ordures font surface dans la ville de Douala, la poubelle à la peau dure à Bépanda. Petit Vouri, les habitants suffoquent et sont exposés à des maladies liées à l'insalubrité. Une situation alarmante qui, pour certains, nécessite une réaction des pouvoirs publics. Cyril Kwakam et Thierry Nanar. Sur cette route secondaire, ce tas d'ordures ménagères devient insupportable pour les habitants du quartier Bépanda Petit Vouri. C'est comme ça depuis 3 mois. Non, 3 mois. Donc comme vous voyez même l'état là, la pluie a diminué une partie. Donc c'était plus que ça. Pour éviter ce tronçon, si je continue vers Peuple là, les enfants fréquentent à mater le taquin. Pour éviter ça, je continue vers Peuple, je passe à double balle, tu vois un peu. Donc tout ça, les tracasseries là, c'est trop de tracasseries. C'est grave, vous voyez que même la population ne parvient même plus à respirer. Regardez les maisons à côté. Beaucoup d'enfants ici sont affectés par des piqûres d'insectes, de mouches par-ci, par-là. Et régulièrement, les enfants ont tout le problème de parler ici, toutes les fois. Si l'alerte est au rouge pour ces derniers, ils déplorent aussi l'inaction de l'entreprise chargée de la collecte. Ça fait des mois que ces poubelles existent. Mais est-ce que les gens qui sont chargés de ramasser ça, ils savent, quand ils arrivent ici, ils font des métaux. Ce n'est pas au Cameroun qu'on doit vivre comme ça. Et encore ici à Douala, même au village, on ne vit pas comme ça. Pour faciliter l'accès et préserver leur santé, les populations ont prévu des actions. On pulvérise un peu de l'eau de javel là pour éviter les mouches. Les populations ont même décidé que d'ici peu on va porter ces ordures là, aller mettre là-bas en haut pour barrer la roue, le tapis rouge là, pour forcer l'État vraiment à faire son travail. Parce que c'est de trop. Pas un pas aujourd'hui sans se heurter le pied contre des immondices. Douala devient-elle une ville poubelle? À Douala, avec le flux des déchets ménagers et l'accès difficile à certains quartiers, est née une activité de pré-collecte. Elle consiste à collecter les ordures auprès des ménages pour les reverser dans les bacs. Allons à la rencontre des collecteurs dans cet élément d'Arun Nazira et Thierry Nanar. À Douala, la journée commence tôt pour Bertrand et Diop et son équipe. Dès 7 heures, ils se lancent dans une mission de collecte de déchets ménagers. Maison après maison, les déchets sont récupérés. Une activité qui ne se passe pas sans difficulté. C'est vraiment le comportement de certains clients, c'est tout. Quand on dit qu'il faut bien emballer, il faut acheter les sacs de ordures, tu emballes ta poubelle bien pour que ça soit facile pour nous. On vient, on porte seulement, mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Les déchets accumulés, l'accès difficile dans les quartiers, l'activité de pré-collecte est ici saluée par les bénéficiaires. Là où il faut jeter les ordures, c'est très loin d'ici. Donc je vois cette initiative de venir chaque 2 semaines récupérer les ordures. Et je vois en fait c'est très bien quoi.
c'est très bien de venir récupérer les ordures pour pouvoir nous aider, parce que ça nous aide aussi, c'est aussi à notre avantage. Le service essentiel est offert à un coût minime et répond aux besoins critiques des ménages. Mais les collecteurs s'inquiètent pour leur santé. Pour la santé, on se soigne très bien chaque semaine. Quand tu es dans le genre de business, il faut savoir que on a ce qu'on appelle le pick milk. Tu es obligé de boire ça chaque jour. Dans le quartier de Dogbon, où nous avons rencontré ces pré-collecteurs, ils visent à rendre salubres les environnements où nous vivons. Parlons à présent du lycée de Dug dans le département du Bas-Maïnougou. L'image de l'établissement d'enseignement secondaire, jadis vibrant, est peu rayonnante en ce début d'année scolaire. Le manque criard d'effectifs élèves et enseignants et le lycée est en friche. Les salles de classe transformées entre autres en serres pour pépinières. Des clichés du lycée Dug captés par nos correspondants François Emoussi et Espoir Anissé Baïha. À l'entrée du lycée de Dug, de Hautes-Herbes vous accueille. Construit il y a quelques années avec l'espoir de fournir une éducation de qualité aux jeunes du coin, ce lycée est aujourd'hui le reflet d'une réalité alarmante. Les murs s'effritent, les fenêtres sont brisées et les salles de classe sont désertées. Depuis hier, nous sommes venus à l'école. Nous avons commencé les cours, mais nous ne savons pas pourquoi nos autres camarades ne sont pas là. Les conditions d'apprentissage se sont détériorées et avec elles, les rêves des élèves qui espéraient un avenir meilleur grâce à l'éducation. Les enseignants se font rares et ceux qui restent sont souvent découragés par le manque de ressources. Il n'y a pas une symbiose. C'est comme si les populations de Dug s'éloignaient de plus en plus de l'école et les élèves sont abandonnés à eux-mêmes. Les traces de vandalisme observées au bloc administratif exigent des solutions immédiates. La difficulté, n'est-ce pas, relève du nombre insuffisant d'enseignants qui, pour la plupart, résident dans des grandes villes et viennent de manière sporadique, malgré tout le combat que nous pouvons, n'est-ce pas, mener. En l'absence d'occupants, certaines salles de classe sont utilisées comme pépinières de refuge pour le bétail domestique. Ici, cohabitant à côté, une dizaine d'élèves présents et en plein cours ce jour. Ils ont un phénomène de suivisme, c'est-à-dire que lorsque un camarade dit qu'il va aller fréquenter ailleurs, ils contraignent leurs parents à les amener aussi dans les grandes métropoles. Le lycée de Dug est un symbole des défis auxquels le fait face l'éducation dans certaines régions du Cameroun. Autre chose, tuer pour intégrer un gang, c'est la condition imposée à un jeune homme par le chef que l'on surnomme Grosso au quartier Nkouaban pour faire ses preuves. Il a pris pour cible un homme au lieu dit Petit Marché au PEP à Mimbomana Yaoundé. Il a asséné 22 coups de poignard mortels à sa victime. L'assassin présumé a, selon la police, avoué s'être dopé avant de passer à l'action. Le film de son forfait avec Karel Mezatachouya et Serge Alain Zibou. Serge Christian alias Ismaël, l'assassin présumé, a choisi sa proie au hasard et est tombé sur Ivan Arthur Zikosimo. L'infortuné était sur le point de gagner son domicile au quartier Mimboman, lieu dit Petit Marché au PEP à Yaoundé, lorsqu'il a été stoppé à l'entrée par son bourreau. Ce dernier l'a renversé de force avec un coup de pied et poignardé mortellement à 22 reprises avec une telle violence que le bout est resté dans le corps de la victime, selon le rapport du médecin légiste. Il a trouvé, il a identifié, il a suivi et il a violemment assassiné. On parle de 22 coups de poignard. La violence, vous voyez un peu point où on a les débuts même de ce poignard que nous avons extrait du corps de la victime. Le hors-la-loi, après son forfait, s'en va avec sa carte d'identité, sa carte bancaire, le dossier, les clés ainsi que le contrat de vente de son véhicule. Et fait retrouver en possession du suspect par la police, lequel a avoué lors de son exploitation avoir agi sous l'effet de la drogue pour intégrer le gang de présumés braqueurs d'alias Grosso, qui en plus de lui avoir posé cette condition, le ravitaille en stupéfiant, lui-même étant présenté comme un grand dealer du quartier Nkouaban à Yaoundé. Le chef de gang, quand nous l'avons interpellé pour tout vous dire, la population a clamé, était contente, qu'elle respecte enfin. Le drame dont les faits sont reconstitués ce 11 septembre, en présence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mfundi,
s'est produit le 4 août dernier aux environs de minuit. J'ai constaté que c'était mon fils. Il avait le couteau planté dans le cœur, cassé. Je ne savais quoi dire. Et les policiers ont dit qu'il est déjà mort. Le présumé assassin et le commanditaire méditent leur sort derrière les barreaux. Dans l'actualité également, dans 2 jours, cela fera exactement 66 ans que le nationaliste Robben Oum-Niobé a été assassiné. En prélude à cet événement, à commémorer vendredi prochain l'Union des populations du Cameroun par la voix de Robert Bapor Lipot a donné un point de presse en ce jour à Yaoundé, en replongeant l'assistance dans l'histoire tragique de ce héros de l'indépendance de notre pays. Il a évoqué les contours de cette semaine dédiée aux martyrs. L'occasion a donné lieu à l'appel à la réparation. La France comme destinataire de cet appel, de ceux-là qui se considèrent comme orphelins de Robben Oum-Niobé et des autres martyrs. Je vous propose un extrait de Robert Bapor Lipot sélectionné par Arnaud Ngefak et Serge Alain Zebo. Ce passé douloureux que nous avons connu sous la colonisation française au Cameroun, l'UPC ne saurait être esclave de ses propres douleurs. Si jamais il y a lieu d'en faire un point d'honneur pour le statut du Cameroun. Autrement dit, notre parti a choisi depuis Augustin Frédéric Kodok la voie du pardon et de la réconciliation. Mais nous ne voulons pas que cela soit considéré comme l'abandon d'un combat, considéré comme un désengagement dans le devoir de revendiquer que la France assume ses responsabilités en ce qui concerne les massacres commis par son armée dans notre pays. 56 entrepreneurs locaux ont reçu des financements dans le cadre du projet Association Initiative porté par le programme intégré de valorisation et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires. Les chèques ont été remis ce 11 septembre à une dizaine à Obala dans le département de la Léquier. Les fonds alloués serviront au développement des PME et à la création d'emplois. Joël Diom 3 et Constant Kamga. Des chèques de 1 500 000 à 5 millions de francs CFA remis à 10 entrepreneurs des villes de Bafoussam et d'Obala ce 11 septembre. Les bénéficiaires voient déjà leurs activités en grand. Ça va me permettre également d'acheter des machines, déjà le pasteurisateur que je n'en avais pas. Ça va me permettre de renforcer mon fonds de roulement. 56 entrepreneurs ont reçu des financements du projet Association Initiative porté par Transfagri grâce à la coopération franco-camerounaise pour une enveloppe globale de 151 millions de francs CFA. La part belle est accordée à l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire. De pouvoir apporter la ressource à l'endroit où il faut, de façon à pouvoir créer rapidement une richesse supplémentaire. Le gouvernement camerounais, pour sa part, entend agir en conformité avec la SND 30 qui mise sur l'entrepreneuriat. Au bénéfice de ceux-là qui, à travers un peu d'argent mis à leur disposition, peuvent changer radicalement leurs conditions de vie et participer de manière inclusive au développement du Cameroun. La cérémonie de remise des chèques de ce jour a connu une participation remarquée des membres du gouvernement, des autorités diplomatiques, municipales et des partenaires au développement. C'est dire la portée socio-économique de ce projet. Dans notre page live, une question. Avez-vous aussi remarqué qu'à chaque année scolaire, il y a des chaussures à la mode? Parmi celles qui font courir les jeunes actuellement figurent la Jordan ou encore la Balenciaga. Et sur les questions liées à cette tendance, élèves, parents et commerçants ont leur mot à dire. Reportage Jordan Aboumoïla et Jean-Bernard Tanier. Pour cette année scolaire, la liste des chaussures à la mode est longue, au point où les parents, pour la plupart de l'ancienne génération, en oublient parfois les noms. Ils ont les gros noms maintenant. Nous, avant, on ne connaissait pas les gros noms. Il y a les Balenciaga,
Heureusement, ils peuvent toujours compter sur leurs enfants pour les leur rappeler. Qu'ils soient en classe de terminale, de CM2 ou de 6e, quasiment tous sont informés sur les tendances. Je trouve que ce sont les Jordan, les Air Nike, les Balenciaga, les bottines, les Huggy et tout. Mais aujourd'hui, je ne les ai pas portés. Il est difficile de faire le tour des écoles de la ville de Yaoundé sans croiser des élèves chaussés des dernières paires à la mode. Si autant de jeunes les portent, c'est d'abord parce qu'elles apparaissent beaucoup dans les clips vidéo des célébrités. Ensuite, parce qu'elles s'adaptent à tous les looks. Hors de l'école, ça s'accommode bien avec les habits, l'habillement et tout. C'est une Nike SB, couleur verte et grise, on peut dire, avec de la selle blanche. Très classe, très simple. Face à autant de demandes, les commerçants sont obligés de mettre les rayons à jour. Les élèves et les parents y viennent constamment en espérant trouver leur compte. Déjà, ce qui est à la mode maintenant, vous allez faire une remarque, toutes les chaussures ont des grosses semelles. Ça veut dire un peu comme les Spice Girls à l'époque, c'est ça qui revient. Les Air Force, les Jordan montants, c'est ce qui me plaît en fait. Déjà avec 10 000, 5 000, 8 000, 9 000, vous pouvez avoir une très belle tennis ici chez nous. Cependant, la mode et les prix qui vont avec n'arrangent pas toujours tout le monde, les parents en premier. Donc ce problème ne se pose pas chez moi. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez pointilleux, j'aime aussi ce qui est bien et c'est ce que je donne aussi à mes enfants. Donc je n'ai jamais acheté quelque chose à mes enfants, ils ont rejeté. En tout cas, ils sont nombreux à penser comme lui, car disent-ils, ce ne sont pas les pieds qui retiennent les leçons, mais le cerveau. Parlons de sport à présent. Grosse frayeur cet après-midi pour les fans de foot camerounais. Un communiqué en circulation sur les réseaux sociaux fait état d'une suspension de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables pour une période de 3 mois par la FECAFOOT. Le même communiqué fait savoir que Martin Tungupile et David Pagou sont nommés au poste de sélectionneur et sélectionneur adjoint par intérim. Un communiqué démenti par l'instance fêtière du football basée au quartier Tinga à Yaoundé où se trouve en ce moment Daniel Anissé-Boudjé. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Selon la Fédération camerounaise de football, Marc Brice n'a jamais été suspendu, contrairement à un prétendu document en circulation depuis cet après-midi sur les réseaux sociaux et faisant état de la tenue ici même à Tinga ce 11 septembre d'une session du comité d'urgence de la FECAFOOT. La fédération, dans un communiqué signé ce jour même par son secrétaire général, dément formellement l'existence d'une telle session. Il s'agit, selon Blaise Djounan, d'une autre tentative des acteurs malveillants visant à ternir l'image de la FECAFOOT dans un contexte de recherche définitive d'une atmosphère apaisée et sereine. Il invite par ailleurs l'opinion publique à ne pas céder à l'écoute des sirènes de la manipulation et de la déstabilisation. Partant donc de ce communiqué, Alain Ghislain Kanga, on est en droit d'affirmer ce soir que Marc Brice reste l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. En direct de la Fédération camerounaise de football au quartier Tinga à Yaoundé, Daniel Anissé-Boudjé, Raoul Ngoufou et Kevin Akeme pour Canal 2 International. Merci messieurs et parlons à présent de la présidentielle américaine face à face entre Kamala Harris et Donald Trump. Les deux candidats en course s'opposaient dans un débat inédit devant des millions de téléspectateurs. On voit cela avec Lil Piedjou et Calvin Tekal. Donald Trump et Kamala Harris se sont affrontés au petit matin dans un débat télévisé tendu, marqué par des échanges acerbes et des désaccords profonds sur les questions clés. Kamala Harris, it's a good debate. Have fun. Thank you. Les deux candidats ont présenté leur vision et leurs plans pour l'avenir de l'Amérique, mais ont également passé beaucoup de temps à se critiquer mutuellement. Les femmes enceintes qui veulent mener leur grossesse à terme, qui font une fausse couche, se voient refuser des soins aux urgences parce que les prestataires de soins ont peur d'aller en prison et qu'elles saignent dans une voiture sur le parking. Elles ne voulaient pas de ça, leur mari ne voulait pas de ça. Trump a accusé Harris de vouloir détruire l'économie américaine avec ses politiques socialistes.
Kamala Harris, quant à elle, a retorqué que Donald Trump avait échoué à protéger les Américains pendant la pandémie de Covid-19. Le débat a été également marqué par des échanges tendus sur la démocratie, la politique étrangère et l'immigration. Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à ces millions et millions de personnes de venir dans notre pays, et regardez ce qui arrive aux villes partout aux États-Unis. À Springfield, ils mangent les chiens. Ils mangent les chiens. Les gens qui sont entrés, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie. Après le débat, Trump a déclaré qu'il était très heureux de sa performance et qu'il avait démonté les arguments de Harris. Très bon débat de mon point de vue. Kamala Harris, quant à elle, a déclaré qu'elle était fière de sa performance. Certains électeurs indépendants, quant à eux, sont déçus par le manque de débats constructifs et de solutions concrètes proposées par les deux candidats. Le débat a souligné les divisions profondes qui existent actuellement aux États-Unis avec les deux candidats représentant des visions radicalement différentes de l'avenir du pays. Le prochain débat est prévu pour le 1er octobre prochain. Et dans le plus du 19h50, l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures SNH informe l'opinion nationale et internationale que la SNH suit de très près les auditions des dirigeants et employés de la société de la multinationale Glencore qui comparaissent depuis ce 10 septembre 2024 devant la justice britannique pour des actes de corruption commis dans des pays d'Afrique dont le Cameroun. Les actes de corruption pour lesquels Glencore a été condamné par jugement définitif de la Southwark Crown Court en date du 3 novembre 2022 portent sur la période allant de 2012 à 2015. En ce qui concerne le Cameroun, l'audience s'est ouverte au tribunal de Westminster. Celui-ci s'est déclaré incompétent au regard de la gravité des charges. Il a renvoyé l'affaire devant la Southwark Crown Court et prononcé la liberté sous caution des 6 prévenus en attendant la prochaine audience qui se tiendra le 8 octobre prochain. C'est le lieu de rappeler que la SNH avait saisi Glencore le 30 mai 2022 dès l'éclatement de cette affaire, puis le 5 juin 2023 après la condamnation de Glencore le 3 novembre 2022 pour qu'elle lui communique les noms des agents de la SNH qui seraient mêlés à cette affaire. Mais Glencore avait opposé un refus à cette requête prétextant une clause d'anonymat conclue avec le Serious Fraud Office, agence gouvernementale rattachée au procureur général qui menait l'enquête. Depuis la révélation de cette affaire en mai 2022, la SNH a gelé toutes ses activités avec Glencore, aussi bien dans le domaine de l'exportation, production qu'au plan commercial. En tout état de cause, la SNH reste dans l'attente de son audition par le tribunal criminel spécial suite à sa plainte déposée le 6 novembre 2023 avec l'espoir que toutes les personnes impliquées dans ces crimes économiques seront démasquées et punies conformément au code pénal camerounais. Enfin, la SNH tient à rappeler son attachement aux valeurs d'éthique, d'équité et de patriotisme économique. C'est signé l'administrateur directeur général Adolphe Mouliki. Et c'est déjà la rentrée scolaire et British Isles International School ne déroge pas à la règle. Le 9 septembre, élèves et enseignants ont procédé à une prise de contact. La rentrée scolaire 2024-2025 est bel et bien effective à British Isles International School. Malgré la forte pluie tombée ce 9 septembre au petit matin à Douala, les tout-petits sont chaleureusement accueillis par les enseignants et les dirigeants de cette prestigieuse école. The Resumption Day is 80% of students present today. So we are very happy because our students and our parents, they break the odds, the barrier of rain, and then we are all in school today. À la petite section, certains bouts de chou marquent leur premier pas à l'école par des pleurs, mais ils sont très vite consolés par des enseignantes pleines d'amour. À la grande session, c'est la joie des retrouvailles. L'ambiance est au top.
C'est l'heure des prises de contact, tant pour les enseignants que pour les élèves. Different students feel differently their first day of school reopening. So our teachers will work on that in order to regulate their emotions, the way they feel toward their classmates, the way they feel with the teacher. And then our teachers also will create routines in the classroom, talking about how children will communicate in the classroom, the taking of permission and all that. So it will not be that much pedagogic, but interaction between teachers and students students. Avec son cadre moderne sécurisé et les enseignants de haut vol, British International School fait la joie des parents. Je cherchais une école internationale dans les environs de Bonamoussadi, avec une bonne notoriété et avec un rapport qualité-prix excellent. Voilà, et j'ai inscrit mon enfant, vraiment je suis très contente parce qu'il part de la maison ici, il retrouve une deuxième famille, la fondatrice est très maternelle, on se sent confiant quand on laisse les enfants dans cette école. Le personnel est déterminé à faire de l'année scolaire 2024-2025 une année pleine de réussite. Nous remercions tous les parents qui ont bien voulu inscrire les enfants à British Isles. British Isles International School est située à Bonamoussadi, non loin du parcours Vita. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.